Et voilà, c'est lancé. Rebonjour Victor. Hello, bonjour à Salut. tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Il y a eu un gros engouement sur ce sujet, que je suis très contente. Il y a plein de monde, on va pouvoir voir plein de choses ensemble. Ce que je vous propose, on va attendre comme d'habitude 2-3 minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Et puis pour les autres, ils récupéreront. N'hésitez pas du coup à vous présenter dans le chat, à dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, où vous en êtes dans la réflexion. Est-ce que vous êtes déjà webmaster, en cours, en formation, en réflexion? N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Moi, ça me permet aussi un petit peu d'adapter le discours en fonction. Je vois qu'il y a quelques apprenants Web My Day, donc vous, je sais où vous en êtes. Re-bienvenue. N'hésitez pas aussi à me dire de quelle session vous êtes, quelle formation et peut-être où vous en êtes aussi dans la formation. Hop, il y a plein de gens qui nous disent bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on a Samuel qui vient pour découvrir le métier. On a Lou de WebMyDay qui vient de se lancer en freelance communication web. Il était temps, Lou, depuis le temps que tu en entends parler. On a Elisabeth qui est en formation. Anne, formation WordPress avril, certification obtenue, objectif en savoir un peu plus sur le métier de webmaster. On a Laurence qui vient se renseigner. Alors, je suis désolée, pour la plupart d'entre vous, je ne connais pas vos prénoms parce qu'il m'est inscrit participant anonyme. C'est un tout petit peu de ma faute, j'avoue, parce que j'ai enlevé le prénom au moment de l'inscription sur ce webinaire pour que ce soit plus simple pour vous, mais j'avais pas envisagé le fait que du coup, vous seriez tous des participants anonymes. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom lorsque vous posez une question ou vous présentez. Alors, du coup, on a quelqu'un qui vient, il souhaite effectuer une reconversion de métier et me diriger sur ce métier. Il y aura un replay du webinar. Oui, il y a un replay du webinar. Donc, vous aurez le replay directement après via Livestorm. Et ensuite, nous, on le postera aussi sur YouTube. On a Linda, prise de connaissance de WebMyDay. On a Quentin de WebMyDay. Quentin, il serait temps d'apprendre à écrire WebMyDay correctement. Super, écoutez, merci à tous. Je vais démarrer dans une petite minute. Même maintenant, hein, il est 33. Alors, du coup, je vais fermer ici. Victor, je te laisse te présenter peut-être super Ouais. rapidement. Je vais ensuite expliquer comment va se dérouler un petit peu ce webinaire. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Yes. Du coup, bonjour à tous. Très content d'être avec vous aujourd'hui et de co-animer ce webinaire avec Léopoldine. Donc, moi, c'est Victor. Je suis le CTO et le cofondateur de WebMyDay et je m'occupe également de la partie SEO. C'est pour ça que j'aurai peut-être l'occasion de vous voir pour ma masterclass de la semaine prochaine. Je tease un peu sur le métier de consultant SEO. Donc, aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec Léopoldine. N'hésitez pas à envoyer des petits messages dans le chat comme vous le faites maintenant. S'il y a des vraies questions pour le coup un peu bloquantes, des questions pertinentes que vous vous posez, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions qui est juste à côté, à gauche du chat. Ça permettra aux autres visiteurs qui sont là aujourd'hui de voir un peu les questions qui se posent et également de voter pour ces mêmes questions. Et donc, du coup, moi, je prendrai la parole si besoin pour couper Léopoldine et lui faire répondre à une question qui me paraît vraiment judicieuse d'être prise aujourd'hui, tout de suite. Et sinon, ça sera à la fin, je pense, on aura un petit temps, bien entendu, pour toutes vos questions. Voilà. Et je Super. vais quand même couper mon micro, je pense, pendant la présentation, parce que sachant que j'ai la grippe aujourd'hui, je vais faire beaucoup de bruit et ça va pas être très sympathique pour vos oreilles. Je t'en prie, Victor. Je retiens que tu as utilisé ma masterclass pour faire la promo de la tienne, mais, Bah mais oui. c'est pas grave, j'utiliserai la tienne pour faire la promo de celle de graphisme, qui sera la semaine suivante. Alors, du coup, donc effectivement, sur cette rentrée, on a lancé une série de masterclass, vraiment parce qu'on se rendait compte qu'on avait beaucoup de gens au téléphone qui avaient vraiment énormément de questions. Alors, sur les
techniques, des logiciels et des disciplines, mais aussi de plus en plus vraiment sur les métiers. Donc, on a tenu pour cette rentrée à faire voilà, une série de masterclass sur les 3 métiers principaux auxquels on forme nous aujourd'hui, donc webmaster, consultant SEO, graphiste, et vous aurez une toute dernière masterclass, d'ailleurs vous êtes déjà extrêmement nombreux à être inscrits, plutôt sur le freelance. Donc, tout métier confondu, comment est-ce qu'on est freelance. Mais on m'a mis à l'honneur, donc on va commencer par le métier de webmaster. Donc aujourd'hui, cette masterclass, c'est donc changer de métier pour la rentrée, devenez webmaster, et on va regarder ensemble eh bien, tous les tenants et aboutissants de ce métier et répondre évidemment à toutes vos questions qui, j'en suis sûre, sont nombreuses. Alors, je me présente super rapidement. Du coup, moi, c'est Léopoldine. Je suis la fondatrice avec Victor de Web My Day. Et moi, ma formation phare, mon bébé, c'est la formation WordPress. Donc, je suis respo du programme WordPress. Pour en dire un tout petit peu sur moi, juste pour vous expliquer aujourd'hui ma légitimité à vous expliquer tout ce qui tourne autour de ce métier. Moi, j'ai d'abord travaillé en agence, donc plutôt grosse agence, publicité, communication un peu vague. Et donc, mon rôle à moi, c'était plutôt chef de projet. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec ces différents corps de métier et de voir justement comment ils se coordonnent les uns entre les autres. À la suite de ça, je me suis lancée en freelance et puis ensuite en agence avec Victor. Alors, pas du tout à la même échelle que l'agence sur laquelle je travaillais avant. Mais voilà, on a été ensuite nous-mêmes prestataires. Alors, on verra webmaster, intégrateur, développeur. On verra la casquette qu'on nous mettra. Mais voilà, on l'a été nous-mêmes pendant 2 ans. Et puis ensuite, on a décidé donc de créer Web My Day. Et puis aujourd'hui, on est là. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous partager à la fois mon expérience de ma vie passée, ancien chef de projet webmaster, et puis aussi mon expérience d'aujourd'hui, puisque l'accompagnement, le changement de métier, la reconversion, c'est vraiment mon quotidien. Un tout petit mot sur Web My Day avant de commencer, même si je pense que certains d'entre vous savent déjà. Donc, Web My Day, c'est un centre de formation, la Catchline, l'école pour tous les apprentis super-héros du digital. Donc, chez Web My Day, on a un programme de formation sur 2 à 3 mois avec une partie de formation en e-learning, pratique avec des exos, des projets. Bon, évidemment, ça diffère en fonction de la formation que vous suivez. Vous avez toujours un formateur qui vous est attitré. Le formateur est lui-même toujours un freelance du métier. Donc, il est là pour vous accompagner, bien évidemment, sur les logiciels, la technique, mais aussi beaucoup le métier. Comment lui le fait, comment lui est arrivé là, comment il collabore avec ses clients, etc. Et enfin, vous avez pour toujours une assistance pédagogique qui vous répond dans la journée, qui est là pour vous aider, pareil, sur tous les sujets, que ce soit des sujets techniques ou des sujets un peu plus conseil métier, et une communauté d'entraide avec tous nos alumni, les personnes en formation. Les formateurs se cachent aussi dans cette communauté et répondent très souvent. Donc, c'est aussi un moyen de commencer à rentrer dans un petit cercle et à rester toujours accompagné une fois que vous avez lancé la démarche de changement de vie, de nouveaux métiers. Les formations sont finançables, je ne vais pas m'étaler là-dessus, de toute façon on en parlera, beaucoup de financements différents, on parlera de plans de développement de compétences dans ce webinaire, donc j'aurai le temps de revenir sur tous ces acronymes bien français. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me demander, ça fait aussi partie des choses que je connais assez bien. Et donc, sans plus attendre, on enchaîne sur notre sujet du jour, donc devenez webmaster. Je vous propose donc une masterclass en 4 grandes parties. Première partie, on va venir voir webmaster Kezako. Qu'est-ce que c'est qu'un webmaster? Je sais qu'il y a énormément de confusion entre ces différents métiers du web, donc on va essayer de simplifier tout ça et de rendre la chose la plus clair possible. Ensuite, on va enchaîner, on va changer d'échelle, on va vraiment s'intéresser donc aux missions et aux outils utilisés par le webmaster. On va ensuite s'intéresser aux formations, aux parcours qui peuvent nous amener au métier de webmaster. Et on terminera cette masterclass sur un petit focus sur l'IA, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander quand je vous ai au téléphone. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se former à ce genre de métier? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce genre de métier? Est-ce que c'est pas des métiers qui vont disparaître d'ici, alors certains me disent 2 mois, d'autres 10 ans, mais quelle que soit l'échelle, voilà. Est-ce que c'est des métiers qui sont voués à disparaître avec l'émergence de l'IA? Donc tout ça, on le regardera ensemble et évidemment, n'hésitez pas à interagir. Je pense que c'est des sujets où on peut avoir une discussion plutôt intéressante. Eh bien, ceci étant dit, je vous propose qu'on commence par le numéro 1. Donc webmaster Kezako. Qu'est-ce qu'un webmaster à proprement parler? Peut-être avant que je commence, est-ce qu'il y en a certains qui veulent se prêter au jeu et me mettre dans le chat
une petite définition en une ligne de ce qu'est pour eux un webmaster. Je donne une petite minute. C'est en train d'arriver là. Il y a quelques petites réponses qui arrivent. Alors, on a Anne qui nous dit « Gérer un site web ». On a participant anonyme Créateur de 1. site. Vous avez la chance d'être le participant anonyme 1 qui nous dit « Créateur de site ». On a Samuel qui nous dit « Rédige des articles ». Quelqu'un qui nous dit « Maître du web ». Et qui est content. Super. Hop, j'attends la petite réponse de 2-3 personnes que je vois encore en train de taper et après on enchaîne. C'est peut-être des définitions plus longues que prévu. Alors, on a Jean-Marc qui nous dit créateur de site, entretenir les sites. Nathalie, développer un site et faire la maintenance plus SEO. Nathalie, je crois que vous êtes la plus proche jusqu'ici. Et on a Philippe qui nous dit création, maintenance de site. Ok. Bien, vous avez tous à peu près raison. C'est vrai, les missions du webmaster, si on devait les résumer, le webmaster, c'est quelqu'un qui va venir à la fois concevoir, développer, alors attention au mot développer, on en reparlera, et entretenir un site internet ou intranet. C'est lui qui va venir mettre en forme les contenus, le maintien de cette plateforme, et c'est là que le métier de webmaster se diversifie un petit peu, va s'occuper du référencement, mais également, pourquoi pas, du design, de la stratégie, en collaboration avec d'autres corps de métier, web designer, développeur, intégrateur web, etc. Et vous le comprenez dans ma définition, ça fait partie d'une des problématiques du webmaster, c'est qu'en fait, comme il collabore avec beaucoup de corps de métier, on a tendance à lui attribuer les compétences des autres corps de métier dans un tout qui serait webmaster. Et on en reparlera, c'est pas non plus totalement faux, ça dépend de quel webmaster on parle, dans quelle entreprise il travaille, ou est-ce qu'il est à son compte, avec quel type d'entreprise est-ce qu'il fait des prestations. Mais en tout cas, si on devait résumer effectivement, vous avez tous à peu près raison, le webmaster, ce qui est intéressant, c'est qu'il conçoit, développe, j'aurais peut-être dû mettre fait, parce que développe, ça va peut-être prêter à confusion, et entretient un site internet ou intranet. Je l'ai mis en dessous, un webmaster peut être un webmaster no-code, donc on aura le temps de se pencher davantage sur cette question-là, ou un webmaster peut être un webmaster code. Et c'est là que peut-être vous êtes en train de vous dire, oulala, webmaster, un webmaster qui code, n'est-ce pas plutôt un développeur? On va venir voilà, un petit peu retravailler tout ça, mais sachez que vous pouvez très bien être webmaster WordPress, comme vous pouvez être webmaster codeur, pas développeur, mais codeur. Mais vous pouvez aussi être webmaster Webflow, Magento. J'ai parfois des gens qui me demandent est-ce qu'on peut être webmaster Wix, par exemple, qui est un CMS voilà, qui est aujourd'hui un peu moins utilisé par les agences ou par les prestataires en professionnel. Mais dans l'idée, oui, vous pouvez être webmaster Wix. Après, ça dépend de votre positionnement. Peut-être que vous allez vous adresser à un autre type de clientèle. Au niveau de la recherche d'emploi, ça va peut-être être aussi un peu compliqué parce que c'est vrai que les agences de base, elles vont pas forcément rechercher des compétences en Wix, mais plutôt sur les CMS un peu plus gros, quoi, un peu plus pro. Mais vous pouvez tout à fait être webmaster Wix aujourd'hui. C'est en tout cas dans la définition. C'est tout à fait possible. Petit focus du coup sur le métier de webmaster. Donc le webmaster, on l'a vu dans la slide d'avant, il peut être freelance ou salarié, ou les deux. De plus en plus d'ailleurs, des personnes en salarié vont exercer en plus à côté en freelance, dans l'attente de savoir un petit peu vers où ils veulent se diriger. Donc je vous ai fait une petite recherche sur les TJM et le salaire moyen. Donc le TJM, c'est le taux journalier, donc en gros combien vous vous vendez à la journée. Sur Webmaster, on va avoir un TJM qui est compris entre 250 à 400 euros. Alors attention, c'est une moyenne et c'est sur le marché français. Ça va varier effectivement en fonction avant tout de votre expérience, vos certifications et vos réalisations. C'est comme ça que ça va varier. Ce chiffre-là, il sort pas de mon chapeau. Il est issu d'une étude de Malte que je vous invite à regarder, qui est vraiment super intéressante. D'ailleurs, je l'avais préparée dans mon presse-papier, je l'ai perdue. Je vous la renverrai tout à l'heure, qui s'appelle Freelancing in Europe de Malte, où ils ont vraiment fait un gros focus en 2022 sur l'état du freelancing en Europe. Et donc, vous voyez les TJM, la demande sur leur plateforme. Et aujourd'hui, c'est quand même un énorme acteur du freelancing. Donc, leurs datas sont plutôt intéressantes.
Ensuite, on va avoir webmaster en salarié avec un salaire moyen qui va varier entre 25 à 50 000 euros par an. Encore une fois, ça va dépendre de votre ancienneté dans l'entreprise, pour le coup du CMS sur lequel vous travaillez, hein, s'il est plus ou moins rare, plus ou moins recherché, et puis de vos compétences, on le verra, hein, on peut être un webmaster WordPress et code, donc évidemment, plus on monte en compétences, plus on va prendre de l'importance dans l'entreprise. En tout cas, salaire de départ 25 000 euros sur un webmaster junior qui arrive dans une entreprise. C'est également à mettre en parallèle avec la taille de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez bosser. Webmaster, on bosse quand même assez souvent dans les agences, mais je pense que vous le savez, en France, il y a agence et agence. Il y a Publicis, Havas, et vous avez l'agence type PME à taille humaine avec une quinzaine de personnes. Donc évidemment, en fonction, les budgets ne sont pas forcément les mêmes. Une petite stat pour vous mettre en confiance sur le fait que voilà, c'est un métier qui a encore du sens aujourd'hui et j'ai envie de vous dire qu'il y a de plus en plus de sens. C'est un métier dont le nombre d'emplois devrait augmenter de 8% d'ici 2030. Et en même temps, ça se comprend, la reconversion professionnelle est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous nous regardez parce que vous envisagez une reconversion vers les métiers du web, mais beaucoup d'autres gens envisagent aussi des reconversions vers des métiers plutôt artisanaux où là, le besoin en site internet est très très fort. On a beaucoup de gens aussi qui envisagent de créer leur entreprise, leur start-up, etc. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une vibe un peu sur la reconversion, la création, et donc ce qui fait que le besoin en présence digitale, alors pas forcément que en site internet, mais en présence digitale, va être croissant. Donc c'est pour ça que tout le monde me dit oui, mais il y a beaucoup de webmasters, certes, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Donc gardez en tête qu'aujourd'hui, c'est pas un métier qui est en train de mourir, c'est pas un métier où tous les webmasters sont en train de se taper dessus sur Malte pour choper la première mission disponible. Il y a énormément de demandes. Le tout est de réussir à se différencier ou à avoir un positionnement vraiment intéressant pour attraper les meilleurs projets par rapport à ce que vous aimez faire. Hop. Ah, merci Victor. Je vois que tu m'as mis mon petit freelancing in Europe. Alors, on l'a vu tout à l'heure, et d'ailleurs quand je vous ai demandé un petit peu les missions du webmaster, on a retrouvé un peu des missions de tous ces petits personnages ici, donc le webmaster, le web designer, le développeur, l'UX designer, l'UI designer et l'intégrateur web. Ce sont vraiment les métiers principaux qui vont tourner autour du web et qui peuvent prêter à confusion. Donc ce que je vous ai fait, c'est un super tableau qu'on va étudier rapidement ensemble. Je vais pas vous faire tous les bullet points hein, parce que ça pourrait être un petit peu ennuyant. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran et à vous le garder sous la main. Tout ça sont des métiers bien définis. Ils ont tous une formation différente et ils amènent tous à un métier différent, à un poste différent en entreprise. On le verra, c'est un peu différent lorsqu'on envisage plutôt de se lancer à son compte en freelance. Mais sachez qu'en entreprise, donc en grosse agence dans lesquelles moi j'ai travaillé par exemple, chacun de ces petits personnages existe et travaille les uns avec les autres. Donc, le webmaster, on l'a vu, gestion de site web, maintenance, mise à jour du contenu, optimisation, sécurité. En gros, le webmaster, c'est celui qui va venir créer, gérer le site et travailler un petit peu la stratégie qu'il peut y avoir autour, que ce soit la stratégie de référencement, la stratégie de sécurité. Donc, il va continuer à travailler sur son site web de façon assez récurrente, en fait. Au niveau des outils, on l'a vu, donc outils code ou no code, parmi les plus connus, hein, WordPress, Drupal, Joomla, en code HTML, CSS, JavaScript. Mais le webmaster, il va venir aussi travailler sur des outils un peu annexes au web. Je pense notamment à SEMrush pour le SEO, à Google Analytics, mais on pourra en citer beaucoup d'autres qui lui permettent en fait de gérer son site web et de prévoir ce qu'il pourrait y avoir à changer. Ça, c'est le webmaster. Le deuxième, ces deux-là souvent très très confondus, hein, moi-même, moi-même longtemps, je ne savais pas trop où me mettre entre le webmaster et le web designer. Le web designer, très concrètement, s'il travaille en agence, s'il est pas, voilà, si vous n'êtes pas freelance, et on en reparlera, normalement, il touche pas forcément à l'édition pure du site web. Le web designer, c'est celui qui va venir faire ce qu'on appelle la conception visuelle du site. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la conception visuelle? Va y avoir toute la charte graphique autour du site, les maquettes du site internet, le choix de couleurs, des polices et l'optimisation de l'expérience utilisateur. Ça, c'est le web designer et dans l'idée, normalement, il va venir transmettre ça au webmaster qui ensuite va pouvoir travailler, intégrer.
On enchaîne ensuite sur le fameux développeur. Donc, développeur, il va vraiment se différencier du webmaster déjà par les outils qu'il va utiliser. On est très rarement développeur avec un CMS, bien qu'on puisse être développeur WordPress, et ça je l'entends beaucoup, et c'est vrai, mais le développeur WordPress n'est pas le webmaster WordPress. Le développeur WordPress, il va venir créer des choses personnalisées pour WordPress. Il peut venir créer un thème, un plugin, et la compétence nécessaire pour être développeur WordPress, c'est des compétences de code, JavaScript, PHP. Donc vous voyez, c'est absolument pas le même personnage que le créateur de site web WordPress, le webmaster WordPress. Donc, le développeur, lui, va venir faire de la programmation, du développement de sites web, d'applications mobiles, d'applications web. Il va venir créer des fonctionnalités. Donc, pour WordPress ou pour un CMS qu'il a créé, un développeur est en capacité de créer son propre CMS et il va venir faire la résolution de problèmes techniques. Si je reprends mon histoire avec en grande agence, dans l'idée quand le client a un gros budget, si vous voulez, le développeur va venir créer un CMS personnalisé, par exemple, pour le client, et le webmaster va venir travailler sur ce CMS, par exemple. C'est comme ça que les tâches pourraient être dispatchées. Ensuite, on a UX et UI designer qui, eux, vont se rapprocher un petit peu du web designer, mais qui scindent les deux missions. Alors, UX et UI designer, très peu de personnes connaissent la différence entre ces deux métiers. Pour faire très, très simple, l'UX designer, il s'inquiète de l'ergonomie. Alors, nous, on va parler d'un site, mais ça peut être d'une appli web, mobile, ça peut même être d'un produit physique, hein, en vérité. Mais bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller voir dans les produits digitaux. Mais l'UX designer, lui, il va travailler sur l'ergonomie. Donc, s'il y a deux mots qui intéressent l'UX designer, ça va être maquettage et heatmap, donc carte de chaleur. L'UX designer, ses outils préférés, ça va plutôt être Sketch, Figma, Adobe XD ou Hotjar, qui est un outil qui permet de générer une carte de chaleur sur un site web pour ensuite analyser le comportement des visiteurs. Et donc, on a son copain qui est l'UI designer. Et alors, lui, l'UI designer, UI, c'est pour User Interface. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'interface. Souvent, on dit que l'UX designer, il va venir créer le squelette de l'interface sur laquelle ils sont en train de bosser, donc site web, appli, etc. L'UI designer, lui, va venir mettre la peau par-dessus tout ça. Donc, il va venir créer les maquettes aussi, normalement en collaboration avec l'UX, en rajoutant une peau aux maquettes qui sont vraiment un peu grises, un peu carrées, choix de couleurs, création de guidelines et donc conception de l'interface utilisateur. Et on a notre petit dernier qui est aussi souvent confondu avec l'intégrateur web, qui est avec le webmaster, pardon, qui est l'intégrateur web. Donc lui, l'intégrateur web, il a vraiment que, entre guillemets, la mission d'intégration. Donc normalement, il arrive en bout de chaîne du développeur UX, UI, web designer qui vont lui donner un cahier des charges énormissime. Et lui, son boulot, ça va vraiment être d'intégrer, d'optimiser, de faire quelque chose de propre. Mais normalement, l'intégrateur web n'a pas cette partie stratégie, réflexion sur le site web. Il est vraiment là pour livrer ce qui a été pensé par toute la flotte d'avant. Donc lui, ses outils, la plupart du temps, ça va être les outils CMS, WordPress, Joomla, Drupal, ou code, HTML, CSS, JavaScript, où il va venir intégrer directement en code ce que lui a livré, par exemple, un web designer. J'espère que vous n'avez pas trop embrouillé. Ça fait beaucoup, beaucoup de métiers. Je le répète, et je passe à ma slide d'après, je le répète, le fait de séparer ces métiers comme ça est vraiment très, très propre à l'agence, à la grosse structure. Dans la vraie vie, lorsque vous êtes par exemple indépendant ou même quand vous travaillez, vous créez une petite agence jusqu'à 5 à 10 personnes, les métiers ne sont pas autant segmentés et on a tendance à se former un petit peu aux différentes missions, aux différents outils de ces différents métiers pour être le prestataire le plus complet possible. Et c'est absolument pas péjoratif quand je dis ça, c'est normal et c'est ça aussi qui fait votre différenciation, vous, indépendant, versus une agence. Parce qu'évidemment, alors, c'est sûr, si on est tout seul à faire un peu de web design, un peu du X, un peu du Y, le boulot, le rendu est moins parfait et moins fini que lorsque vous avez une personne pour chaque, si ce n'est deux en agence, qui vont livrer un boulot hyper parfait. Mais en même temps, c'est pas du tout les mêmes budgets non plus. En agence, un site web, en grosse agence, un site web créé avec toute ma chaîne ici, peut avoisiner les 300 à 500 000 euros. Donc, vous voyez, c'est vraiment un budget très, très différent. Donc, c'est pour ça que nous, en tant qu'indépendants, on essaye de proposer à notre client
le combo parfait, la prestation la plus complète possible. Et c'est pour ça que très souvent, on va venir taper un peu dans toutes les missions. Donc, on va proposer de la maquette. Donc, on va prendre un petit peu la mission du UX. On va venir proposer une réflexion de design autour du site. Donc, on prend un peu le boulot web designer. Pour certains, on va venir un peu empocher la casquette développeur pour améliorer peut-être un peu WordPress parfois, faire des choses un peu personnalisées. Donc, la globalité, on va se mettre à son compte en tant que webmaster, hein. Donc moi WordPress par exemple, mais peut-être que vous autre chose, et on va venir en fait attraper les petites missions parmi les autres corps de métier pour proposer quelque chose de très complet. Et je pense que c'est pour cette raison-là que lorsqu'on se met à son compte, on a beaucoup de mal en fait à faire la différence entre ces différents métiers parce que tout simplement, nous, on la sent pas vraiment, cette différence. Et donc, recentrons-nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vient de faire un gros débugage là. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses qui sont pas claires ou besoin d'exemples. N'hésitez pas à me solliciter dans le chat. Je clarifierai. Si c'est tout bon pour vous, du coup, on va enchaîner sur le focus du coup webmaster, mission et outils du webmaster. Donc, on l'a dit, la mission principale du webmaster, c'est la création et la maintenance d'un site web. C'est vraiment ça le cœur du métier, même si on vient de le dire, de plus en plus, on a tendance à venir un petit peu piocher à droite, à gauche pour proposer quelque chose de complet. Mais voilà, la mission principale de base, c'est création, maintenance. Et à partir de là, moi, j'ai très souvent la question qui me vient et de me dire, mais d'accord, mais quel site web est-ce que je peux être webmaster? On l'a dit, Wix. Est-ce que je dois forcément travailler sur WordPress? Est-ce que je dois savoir coder? Et c'est là que, déjà, c'était compliqué tout à l'heure avec mon histoire de développeur, web designer, etc. Et là, ça se recomplique parce que, bon, si on a compris, on se dit, OK, moi, aujourd'hui, je suis webmaster, on n'a pas fini notre choix. On doit encore se demander quel type de webmaster on va être et sur quel outil est-ce qu'on va venir travailler. Donc globalement, aujourd'hui, pour créer un site internet, il y a deux grosses options qui s'offrent à vous. Vous pouvez créer votre site en le codant directement, ou vous pouvez créer votre site en utilisant un CMS. Lorsque vous allez créer un site en codant, vous avez besoin de maîtriser les trois langages principaux du codage front, donc HTML, CSS, JavaScript. La maîtrise d'un langage serveur n'est pas obligatoire et d'ailleurs cette maîtrise-là vous rapprocherait doucement d'un développeur. Et vous avez besoin de connaître un logiciel d'édition de code. Alors moi j'ai mis Visual Studio Code, mais il en existe beaucoup d'autres. N'hésite pas Victor, c'est un petit chouchou, mais je crois que toi tu utilises Visual Studio Code aussi. Tout à fait. C'est peut-être pour ça que je le connais. Et donc, la deuxième option, ça va être d'être un webmaster plutôt no-code. Alors, no-code ne veut pas dire que vous allez jamais écrire une ligne de code, on le verra, mais no-code veut dire que globalement, vous allez venir utiliser un outil, un logiciel pour créer vos sites web. Et ce genre de logiciel, c'est ce qu'on appelle des CMS. Donc pour ceci, dans la base, vous avez besoin de la maîtrise d'un CMS. Après, évidemment, plus vous pouvez étoffer vos compétences, meilleure sera votre prestation. Donc maîtrise d'un CMS, on pourrait rajouter un petit peu maîtrise des langages, type au moins HTML, CSS, pour venir rajouter un petit peu par-dessus, maîtrise du design. Donc évidemment, après, on va pouvoir venir étoffer. Mais à la base de la base, pour se lancer en webmaster et commencer à faire ses premières missions, ce qu'il vous faut, c'est la maîtrise d'un CMS si vous avez choisi de travailler sur un CMS. Et donc, qu'est-ce qu'un CMS? Question qui arrive assez rapidement. Donc, CMS, en anglais, ça veut dire Content Management System. En français, système de gestion de contenu. Pour le vulgariser énormément, le CMS, c'est une catégorie de logiciels qui va vous permettre de créer, gérer, mettre à jour un site web ou une appli, parce que de plus en plus, il y en a qui arrivent sur le marché, mais concentrons-nous sur nos sites web, normalement sans coder. C'est vraiment ça la force du CMS. Aujourd'hui, il y en a pas mal sur le marché. Alors, tous ne sont pas utilisés par les mêmes personnes, tous n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Donc, après, en fonction de ce que vous souhaitez proposer comme type de prestation, vous allez vous tourner vers un CMS ou un autre. Donc, parmi les trois plus gros, les trois plus anciens, on va avoir WordPress, Drupal, Joomla. Vous avez également Magento, qui est un CMS très professionnel, n'importe qui se lance pas comme ça sur Magento. Vous avez PrestaShop, Shopify, qui eux sont spécialisés sur le e-commerce. Alors, ce qui est une bonne chose, on peut très bien aussi se dire, moi, je vais me lancer webmaster spécialisé e-commerce, Shopify, par exemple. Il y a pas mal de demandes aujourd'hui sur Shopify. Dans les petits nouveaux que moi j'aime beaucoup, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, on dirait toujours le logo de WebMyDay. Ça me perturbe un peu. C'est le W au milieu là que vous voyez dans le carré bleu. C'est Webflow.
peut-être Victor, tu peux mettre le lien de Webflow dans le chat. Webflow, c'est un nouveau CMS, hein, très très peu utilisé encore hein, par rapport à WordPress. C'est vraiment tout petit, mais qui a de l'avenir, qui est intéressant. Si vous aimez le design, un peu le code, etc., vous pouvez vous amuser. Par contre, c'est vrai que alors ça dépend de votre objectif. Hein. Si votre objectif, c'est bosser en agence, vous allez avoir plus de mal hein, à trouver une agence qui recherche quelqu'un qui bosse sur Webflow parce que c'est encore moins connu. Mais bon, moi je conseille aujourd'hui de se former quand même à, si vous partez évidemment sur un CMS, de choisir un des CMS phares. Alors bon, moi je vais vous parler de WordPress. Hein. Alors pas que pour moi, hein. C'est vrai que c'est vraiment aujourd'hui le CMS phare, mais Drupal, Joomla sont aussi des gros CMS. Et pourquoi pas commencer à vous intéresser à un autre CMS, par exemple Webflow, et il y en a d'autres, hein, mais voilà, qui pourrait être l'avenir aujourd'hui ou qui pourrait vous permettre de vous différencier aussi. Et ensuite, on a les CMS un peu plus juniors, je dis pas ça de façon péjorative, hein, mais plus simple de prise en main, mais avec des fonctionnalités plus limitées. Donc là, vous allez avoir Wix, Squarespace, Strikingly. Donc ça, trouver du boulot en webmaster Strikingly en agence, ça va être compliqué. Par contre, en prestataire de service, c'est pas du tout inenvisageable. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout est une question de positionnement. Évidemment que vous n'allez pas vendre un site Strikingly le même prix qu'un site Webflow, parce que la qualité n'est pas la même, le référencement, l'optimisation, le temps que vous y avez passé n'est pas le même. Donc il y a une différence, mais après, à vous de savoir comment vous avez envie de bosser et avec quel type de clientèle vous avez envie de bosser. Par contre, je le répète, en prise de poste salarié, là, il faut quand même plutôt se tourner vers les CMS qui aujourd'hui sont le plus utilisés hein, par les boîtes, donc WordPress, Joomla, Drupal. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui commencent à se tourner un peu vers Shopify, donc ça peut être aussi une option. Et Webflow, même si honnêtement aujourd'hui les agences spécialisées Webflow, il y en a, mais bon, ça court pas les rues. Quoi. Donc WordPress, pourquoi WordPress? WordPress, c'est le CMS professionnel de référence. Il est gratuit, il est open source. Et surtout, il représente 60% des sites faits avec CMS. Donc c'est énormissime. Ça veut dire que parmi tous les gens dans le monde qui ont choisi de ne pas coder un site et d'utiliser un logiciel, 60% ont choisi WordPress. Donc c'est énormissime. Et surtout, ça veut dire que les 40% restants sont partagés entre tous les autres tout petits CMS, enfin tous les autres moyens CMS et tout petits. Donc ça montre que la part de marché des autres CMS est quand même vraiment moins importante. Et pour continuer dans nos chiffres, si on prend tous les sites dans le monde, donc codés ou pas codés, WordPress, c'est 40% des sites dans le monde. Donc, c'est vraiment la solution hégémonique aujourd'hui. C'est pour ça que, bon, quand on veut se reconvertir, se lancer en tant que webmaster dans le web, en salarié ou en freelance, c'est vrai que WordPress, c'est la première solution à laquelle on pense et c'est celle avec laquelle on trouvera du boulot et des missions le plus vite possible. Ce qui veut absolument pas dire qu'il faut pas s'intéresser aux autres. Ça peut être un élément de différenciation, ça peut être un positionnement. Voilà, je suis pas en train de vous dire webmaster égale WordPress, allez-y WordPress, WordPress. Ce que je dis, c'est que c'est là qu'il y a le plus de monde et le plus de demandes. Est-ce qu'il y a des petites questions ou tout le monde est bon? Exactement. Renault et Vogue sont créés sur WordPress. J'allais le dire. C'est pour vous donner un peu aussi une idée de à quel point c'est un logiciel professionnel. Je sais que j'ai pas mal de gens que j'ai au téléphone qui s'intéressent à notre formation WordPress et qui ont un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui arrive, qui est de me dire ah ouais, mais moi si je suis webmaster WordPress, je suis pas développeur, donc est-ce que je vais trouver du boulot? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent des sites en WordPress? Oui. 40% des sites dans le monde, jusqu'à Renault et Vogue en fait. Donc WordPress, c'est pas une honte. Hein. Être webmaster et bosser sur WordPress, c'est très 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 loin d'être une honte. Il faut absolument débugger ce truc-là. La plupart des webmasters no-code aujourd'hui bossent sur WordPress. Et du coup, on arrive à cette question, bon bah ok, c'est décidé, je veux me lancer en webmaster. Comment est-ce que je choisis si je veux être un webmaster plutôt code, donc qui va créer des sites from scratch, ou plutôt no code, ou plutôt un peu des deux. Alors, j'ai pas la réponse pour vous, mais ce que j'ai, c'est des questions que vous pouvez vous poser, qui pourraient vous amener à avoir la réflexion, qui pourraient peut-être vous amener à avoir la réponse. Et évidemment, moi, je suis toujours ouverte à l'échange avec vous dans le chat ou même après, si vous voulez prendre un rendez-vous ou me parler sur LinkedIn, pour vous aider aussi un petit peu dans les différentes réponses à ces questions. Alors, on regarde un petit peu ensemble les questions. Donc, on rappelle la question là, c'est OK, webmaster, mais est-ce que je me tourne plutôt vers du CMS, WordPress, Magento, etc. Ou est-ce que je me tourne plutôt vers le code, quitte à être webmaster code aujourd'hui et à envisager plus tard d'être développeur? Ça peut être une solution.
Alors, question numéro 1, je pense que Victor, tu m'arrêteras pas là-dessus. Ai-je une appétence particulière au code? Ça, c'est super important parce que, évidemment, contrairement au CMS où on est vraiment sur la prise en main d'un logiciel, de la même façon que vous pourriez prendre en main Excel, Adobe, etc., le code, on est sur la prise en main d'un langage, mais aussi d'une façon de penser, d'une façon d'écrire, d'une façon de travailler. Donc, il faut quand même de base aimer un petit peu ça. Ça va être très difficile de vous lancer en webmaster code si vous avez une vraie aversion à l'écriture, aux mathématiques, à la façon de raisonner quand il y a besoin de coder. Donc ça, c'est une première question à se poser. Ensuite, on va avoir la question, suis-je plutôt un profil design ou tech? Alors attention, je suis pas en train de dire que celui qui code, il peut pas être design et celui qui code pas, il peut pas être tech. Mais c'est vrai que dans un premier temps, et je te vois sourire, Victor. Bon, toi, tu fais des sites tout noirs. Hein. Je voudrais pas dire que ta casquette design n'est pas là, mais je le pense un peu. Mais du coup, voilà, ce qui est important, c'est qu'au début, vous allez avoir besoin de vous former. On peut pas se former partout. Donc, si vous avez plutôt une appétence au design, à faire des trucs sympas, à faire des maquettes, à les reproduire, etc., vous allez réussir à faire ça plus facilement avec un CMS. Si vous avez plutôt une appétence pour la tech, vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, d'avoir la main sur tout et de bien tout comprendre comment les choses se passent, bah là, peut-être qu'au début, vous allez être frustré sur WordPress, par exemple. Encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. On peut changer au cours et on peut très bien être un bon développeur qui a un bon design. Mais ce sera peut-être dans un second temps. Il y a vraiment besoin de ces deux moments de travail. Ensuite, ça c'est très important, sur quel type de projet j'ai envie de travailler ou alors quel type de client est-ce que je souhaite. Si je me mets en indépendant, là j'aurais dû les mettre les unes en dessous des autres parce que évidemment, en fonction de la solution que vous utilisez vous en tant que webmaster, vous n'allez pas proposer la même tarification et vous n'allez pas pouvoir réaliser la même typologie de site internet. Je vous donne un exemple très concret. Si vous me dites, bah moi j'ai envie de me lancer en indépendant, j'ai envie d'aider toutes les personnes qui lancent une petite boutique en ligne de bijoux, par exemple. Voilà, c'est un positionnement comme un autre. Alors là, du coup, à quoi je dois me former? Très clairement, si vous vous positionnez sur des personnes qui lancent un nouveau projet, vous allez avoir beaucoup de mal à leur vendre un site from scratch codé entièrement. Pour deux raisons. La première, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher, hein, parce que vous, ça vous prend beaucoup plus de temps, ça vous a pris plus de temps pour vous former, et ça vous prendra plus de temps pour le faire. Et ensuite, la personne n'aura pas la main sur ce site internet. Et si vous êtes sur une indépendante, quelqu'un qui se lance, c'est peut-être pas forcément ce qu'elle veut. Donc là, pour le coup, si vous avez envie de travailler sur ce genre de projet, bah, peut-être que WordPress ou Shopify est une solution plus adéquate. À l'inverse, si vous me dites, moi j'ai envie de bosser avec des belles boîtes, créer des gros trucs, des gros projets sur le long terme, etc. Bah là, alors WordPress pourrait faire le boulot, honnêtement, mais peut-être que du coup le code est quelque chose qui pourra vous satisfaire un peu plus et vous permettre de répondre aux besoins d'entreprises voilà, qui ont besoin de sites faits from scratch. Et là, bah, là, vous pourrez y répondre. Donc c'est super important avant tout de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de le faire. Donc là, j'ai pris l'exemple si on se lance en indépendant, mais c'est pareil en agence. Hein. Avec quel type d'agence j'aurais envie de bosser, avec quel type de boîte j'aurais envie de bosser, et après de vous renseigner, bah, ces boîtes-là, est-ce qu'elles bossent plutôt sur des CMS, est-ce qu'elles bossent plutôt en from scratch, est-ce qu'elles prennent que des développeurs, voilà, peut-être prendre le truc dans l'autre sens, j'ai envie de bosser là, de quoi ils ont besoin, ok, bah du coup moi je vais peut-être me diriger vers là. Et la dernière chose, non négligeable, qui est combien de temps puis-je accorder à une formation et dans combien de temps est-ce que j'ai envie d'entamer ce changement de vie. Évidemment, vous vous en doutez, la prise en main Webmaster Code est un peu plus longue et un peu plus fastidieuse que la prise en main d'un logiciel type WordPress, Shopify, etc. Pour vous donner une idée, nous chez WebMyDay, la formation sur WordPress, elle est sur 3 mois. Si vous regardez une formation code, typiquement chez Open Classroom par exemple ou chez O'Clock, vous êtes plutôt sur 4 à 6 mois parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses, il y a besoin de beaucoup plus de pratique. Donc c'est des formations qui sont un peu plus longues. Donc ça c'est à garder en tête, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'une ou l'autre, mais ça veut dire que dans votre processus de réflexion, se dire quel temps je peux accorder et dans combien de temps idéalement est-ce que je voudrais commencer à être opérationnel. Et donc, du coup, bah, ça fait une superbe transition avec ma partie numéro 3 qui est du coup comment devenir webmaster. Alors, numéro 1, et ça c'est super important, je l'entends très souvent au téléphone, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous n'avez pas besoin d'une certification ou d'un diplôme. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire, sortez de cette masterclass et mettez-vous à votre compte et proposez de la presta. Ce que je veux dire, c'est que
si jamais vous n'avez pas les moyens et que vous êtes en autodidacte et que vous vous formez sur tuto.com, Udemy, etc., et que vous vous sentez prêt et que vous avez les compétences, vous pouvez tout à fait vous mettre à votre compte. L'URSSAF ne va pas vous demander votre certif ou votre diplôme, hein. Par contre, ce que va vous apporter le diplôme ou la certification professionnelle, ça va être la légitimité sur le marché. Et ça, malheureusement, on sait que c'est important parce que, comme on l'a dit, il y a quand même beaucoup de monde sur ce marché et un tarif plus élevé. Ça, c'est vraiment important. Quand on a pris le temps de se former, qu'on peut justifier d'une certif, d'un diplôme, vous devez afficher un tarif plus élevé que quelqu'un qui n'a pas pris le temps de le faire. Donc, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est hyper important de se former. Mais tout de même, si aujourd'hui vous êtes autodidacte et que vous vous sentez de vous lancer, eh bien faites-le. Ne vous bloquez pas pour un diplôme ou une certification. Et puis vous verrez bien. Alors du coup, reprenant ça, il y a vraiment 3 façons aujourd'hui de se former pour être webmaster. Donc vous avez la partie autodidacte, tuto en ligne. Tuto.com, Udemy, hein, sont les 2 plus connus. Moi-même, hein, j'ai fait mes premiers tutos, j'ai appris mes premières bases sur WordPress sur Udemy, donc c'est normal. On commence tous par là, ça permet de mettre un premier pied à l'étrier, c'est très cool. Donc on n'a pas de limite de temps, on consomme ça comme on veut. En termes de modalité et de durée, il y a de tout et de rien, hein. Ça peut être des formations de 10 heures, comme ça peut monter jusqu'à 200, 300 heures pour certains. Par contre, il y a 0 accompagnement, on est vraiment en autonomie. On apprend, on travaille en autonomie et on est 100% en ligne. Certification, il y a malheureusement rarement de certification reconnue, en tout cas sur ce genre de formation. Vous allez parfois avoir des certifs, mais qui ne sont pas reconnus par l'État, qui sont la certif délivrée par le formateur de tuto ou un petit truc par tuto.com. Ce qui est bien, hein, franchement, qui peut valoir, mais par contre, il n'y a pas valeur sur le marché du travail. Au niveau de la gamme de prix, par contre, effectivement, c'est super intéressant. Il y en a même qui sont gratuits. Vous en avez à moins de 100 euros. Donc, ça, voilà, pour mettre le premier pied à l'étrier, ça peut être une super solution. Par contre, il y a rarement de financement possible sur ce genre de formation. Ensuite, deuxième option, ça va être la formation professionnelle. Donc là, pareil, plein de modalités différentes, hein. Ça peut être en physique, en ligne, ça peut être 2 jours comme ça peut être 6 mois. Ça dépend vraiment de la modalité pédagogique. Et au niveau du nombre d'heures, ça peut être 30 heures, 100 heures. Ça peut être quand même rarement moins que 30 heures, hein, parce que c'est un peu chaud d'apprendre un métier en moins de 30 heures. Mais voilà, modalité pédagogique très différente, mais ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on a tous des méthodologies, on a tous envie d'apprendre différemment par rapport aux autres. Il y en a qui préfèrent faire un truc à fond pendant 3 jours, il y en a qui préfèrent étaler pour avoir le temps de faire des erreurs, etc. Donc, sachez que dans la formation professionnelle, il y a vraiment pour tout le monde, tous les goûts et les couleurs. Nous, chez WebMyDay, par exemple, c'est 3 mois à son rythme, avec une partie où on apprend un peu tout seul, on fait ses exos, et une partie correction avec son formateur, échange, amélioration, etc. Nous, c'est la modalité pédagogique qu'on a choisie. Elle fonctionne bien, les gens sont contents. Après, vous pouvez aussi en prendre d'autres, et puis il y a des personnes, comme dit, qui préfèrent d'autres modalités. Au niveau de la reconnaissance, sur la formation professionnelle, on va avoir à la fin ce qu'on appelle une certification professionnelle. Certification professionnelle, de la même façon que le diplôme, c'est inscrit à France Compétences, mais c'est inscrit à ce qu'on appelle le répertoire spécifique. Comme son nom l'indique, c'est un répertoire qui va prendre des choses plus spécifiques sur des durées plus courtes. Par exemple, nous sur WordPress, la certif, elle va s'appeler création et administration de site internet sous WordPress. Vous voyez, c'est hyper précis. À la différence des diplômes, on le verra dans ma case juste à côté, qui vont plutôt reprendre des choses un peu plus générales. En termes de gamme de prix, c'est assez large. Ça peut commencer à 900, ça peut aller jusqu'à 4000. Encore une fois, ça va dépendre de la modalité pédagogique, hein. Il y a des modalités qui coûtent plus ou moins cher, donc 900 à 4000 euros. Par contre, là, au niveau des financements, vous avez pas mal de choses, le CPF, Pôle emploi, les fonds d'assurance formation, la région, enfin voilà, c'est assez ouvert au financement. Oui, au niveau des exemples, du coup, je vous en ai mis 2, nous, WebMyDay, sur la partie WordPress. Vous avez aussi WP Chef, qui est une très bonne formation WordPress, à peu près sur les mêmes modalités que nous d'ailleurs, du en ligne avec de l'accompagnement. Il y en a beaucoup d'autres, hein, sur WordPress. Vous pouvez faire vos recherches si ça vous intéresse. On enchaîne sur le parcours diplômant. Donc là, on est sur des parcours beaucoup plus longs, beaucoup plus costauds et normalement un peu plus généraux. Donc, on est sur minimum 300 heures de formation, ça peut aller jusqu'à 1600. On est sur des parcours qui vont de 1 à 5 ans, accompagnement, évaluation, mise en situation, stage ou alternance, en physique, que en physique jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, ce sont des parcours qui peuvent être faits
en ligne. Sur ces parcours-là, comme dit, on va avoir des parcours plus globaux. Vous n'aurez jamais un parcours diplômant sur WordPress. Vous allez avoir un parcours diplômant sur chef de projet web, web designer, webmaster, je suis même pas sûre qu'il l'est. Il faut vraiment des choses plus générales qui vont venir englober plusieurs choses. Par exemple, vous allez pouvoir travailler à la fois sur WordPress, mais sur Figma, sur plein d'outils en même temps. Donc, c'est plus complet, mais c'est aussi beaucoup plus long. Et en termes de tarification, ça n'a rien à voir. La reconnaissance à l'issue de ce genre de choses-là, là, ça va plutôt être un diplôme. Donc, certification toujours reconnue à France Compétences, mais cette fois-ci au RNCP. Et au niveau de la gamme de prix, là, on va être entre 8 à 30 000 euros. Ça dépend aussi du temps de la formation, mais en gros, c'est souvent 8 000 euros l'année. Et donc après, ça dépend de la durée de la formation. Des financements sont également disponibles sur ce genre de formation. Alors CPF, oui, mais c'est quand même très rare que notre CPF puisse couvrir. Enfin, de toute façon, c'est sûr que c'est rare puisque le CPF est capé à 5 000. Mais par contre, vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Donc ça, c'est quand même très sympa. Pôle emploi aussi va pouvoir venir financer, alors avec des dispositifs un peu plus compliqués, des dossiers un peu plus longs que sur la formation professionnelle. Je vous ai mis deux exemples. L'école O'Clock, que moi j'aime beaucoup, vous pouvez aller faire un tour. Donc, ils font partie de ces nouvelles écoles tout à fait en ligne, qui s'adressent assez bien à la reconversion professionnelle. Et je vous ai mis My Digital School, là, qui sont plutôt des écoles pour étudiants, très souvent en physique. Donc là, vraiment, on retourne sur les bancs de l'école. Ce qu'il faut retenir de la différence entre la formation professionnelle et le parcours diplômant, ça va vraiment être la durée de formation, les modalités et le public cible. C'est vrai que les formations professionnelles s'adressent plutôt aux personnes en reconversion parce que c'est plus rapide, c'est plus facile et ça peut même se faire à côté de son emploi. Lorsque vous partez sur un parcours diplômant, normalement, l'emploi est quitté. Enfin, c'est vraiment 3 à 6 mois, voire 1 an de votre vie que vous allez entièrement consacrer à cette formation. Donc après, c'est à vous de voir aussi où est-ce que vous en êtes et le temps, je le disais, hein, que vous êtes prêt à mettre dans votre formation. Et ensuite, gardez en tête que la formation va être un facteur clé de votre réussite. Donc, si aujourd'hui vous vous formez à devenir webmaster, eh bien, gardez en tête qu'il va falloir continuer ensuite à vous former, quelle que soit la modalité parmi les 3 de mon tableau que vous avez choisi. Donc, vous former, ça va vous permettre de monter en compétences et continuer à obtenir des certifications. Aujourd'hui, webmaster, demain UX, après-demain web designer, SEO, graphisme, monter en compétences. Là, que vous soyez dans le salariat ou dans l'indépendant, hein. Dans le salariat, ça va vous permettre de changer de poste, de demander un salaire plus élevé, etc. Dans l'indépendant, ça va vous permettre de garder votre client plus longtemps, de pouvoir lui proposer un panier moyen, de pouvoir l'attraper à différents moments par rapport à ses besoins. Donc, c'est vraiment absolument essentiel. Ça vous permet aussi d'élargir, donc comme je l'ai dit, vos compétences dans de nouveaux domaines. Et enfin, et ça va rejoindre ma slide d'après sur la partie IA, rester au goût du jour et au fait des nouveautés. Les métiers du web, alors Victor t'en reparlera dans le SEO, je pense encore plus. Les métiers du web, c'est des métiers qui avancent super vite. Les technologies avancent elles-mêmes très vite, donc c'est hyper important que vous soyez pas largué, que vous restiez compétitif et que vous puissiez même faire la différence parce que vous avez cette petite touche IA en plus ou cette petite touche je ne sais quoi, mais qui vous permet d'avoir un petit truc en plus. Donc ça vraiment, à partir du moment où vous avez engagé votre conversion, votre formation, ça y est, vous êtes webmaster, moi ce que je conseille toujours, on s'arrête pas là, on prend un bout de papier et on met en place ce qu'on appelle un plan de développement de compétences sur 1 ou 2 ans. Où est-ce que je vais aller et comment ça va m'aider et comment est-ce que je vais le faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous êtes en indépendant, en entrepreneur, vous cotisez à la formation professionnelle. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais sachez-le. Et en fait, vous avez même des budgets annuels non cumulables. C'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment fait parce qu'on considère aujourd'hui qu'un indépendant a besoin de continuer à monter en compétences pour être compétitif et pour continuer à remporter des missions et des projets. Ceci étant dit, du coup, je termine cette présentation par la grande question de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, je pense que je vais l'apprendre à personne. L'intelligence artificielle est en train de prendre de la place sur certains, alors je ne vais pas envie de dire sur certains métiers, mais sur certains secteurs. Et ça fait peur. Alors, ça fait un peu moins peur à ceux qui sont déjà dans le métier parce qu'on connaît tous nos missions et on voit très bien comment ça va nous affecter ou pas. Mais ça fait peur aux personnes qui ont envie de se lancer. Parce que, évidemment, changer de vie, tout quitter pour se lancer dans un secteur où on a l'impression que d'ici 10 ans, on va être remplacé par un robot, bah, c'est pas forcément la situation la plus confortable possible.
Donc, moi, ce que j'entends très souvent, alors je l'entends pour le web, mais je l'entends pour le graphisme, la rédaction, le SEO, quel que soit le corps de métier, on me le dit très souvent. Au secours, au secours, au secours, Leopoldine, qu'est-ce que je fais? Les outils d'IA sont en train d'arriver sur le marché. Est-ce que ça veut dire concrètement que je vais être remplacée à terme par ces outils? Alors, aujourd'hui, sur la création de sites web, les outils d'IA qui sont arrivés sont des outils qui vont venir générer un site internet automatiquement, enfin intelligemment par l'intelligence artificielle en fonction de ce qu'un utilisateur va pouvoir lui donner comme réponse, en fonction de la data que l'intelligence artificielle a par rapport à votre secteur d'activité. Donc aujourd'hui, la crainte IA pour les créateurs de sites web, elle se situe ici. Pour les rédacteurs, c'est sur la rédaction de texte. Pour les graphistes, ça va être sur les Midjourney, etc., qui vont pouvoir commencer à créer des nouveaux visuels. Mais en webmaster, l'inquiétude, c'est de se dire, bon, bah voilà, est-ce que les gens vont pas arrêter de faire appel à des prestats pour créer leur site web et est-ce qu'ils vont pas utiliser l'IA directement pour créer leur site web? Alors moi, ce que j'ai à vous répondre à ça, c'est que de toute façon, aujourd'hui, quelqu'un qui a pas envie de payer un prestataire, il a plein de solutions avant même que l'IA soit arrivée, hein. Il y a plein de CMS très faciles à prendre en main. Vous dites que vous êtes fleuriste, il vous propose immédiatement un template de fleuriste. Enfin, je veux dire, toutes ces solutions existent déjà. Alors là, elles s'améliorent avec l'IA, mais ce sont des solutions qui existent déjà et les personnes qui n'ont pas envie de faire appel à un prestataire pour plein de raisons hein, de budget la plupart du temps, ont déjà des solutions alternatives. Donc honnêtement, vous n'allez pas perdre énormément de missions. Je pense même que vous allez en perdre zéro et je suis même convaincue que ça va vous permettre de gagner des missions et surtout de gagner en rentabilité sur vos missions. Donc pour moi, le webmaster de demain, il doit absolument maîtriser l'IA pour trois raisons principales. La première, ça va être de gagner du temps. Aujourd'hui, l'IA, alors l'IA de génération de sites web qui pourrait vous permettre de créer des maquettes beaucoup plus rapidement et de proposer quelque chose de plus pertinent peut-être à un client plus vite, mais aussi de génération de texte, de génération d'images qui va vous permettre peut-être de préparer le terrain pour votre client beaucoup plus vite. Donc ça, vraiment, l'IA doit vous aider à vous faire gagner du temps, soit sur des tâches répétitives, soit sur des tâches que vous maîtrisez moyennement, où vous faites un peu le truc pour donner une idée au client, mais actuellement, pour faire un peu le truc, ça vous prend un temps dingue. Donc vraiment, l'IA doit vous servir à vous faire gagner du temps. L'IA va vous permettre aussi d'analyser des données pour vraiment prendre des meilleures décisions stratégiques. Aujourd'hui, l'IA est capable, ce qu'on nous, on faisait un peu à la main en tant que UX designer, où on regarde les heatmaps, on regarde les taux de conversion, on essaye. Alors, pour ceux qui ont fait mathématiques, ça va, mais pour ceux qui sont un peu moins dans l'analytique, ça peut être un peu plus compliqué. Aujourd'hui, vous allez avoir des modèles d'IA qui vont vous apporter la réponse plus facilement et qui vont vous permettre de guider vos clients plus efficacement et plus rapidement. Donc ça va être un véritable enjeu. Et le dernier enjeu, ça va être la personnalisation et l'amélioration de l'engagement utilisateur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité, donc par l'analyse, donc ça reprend mon point au-dessus, d'améliorer, de retravailler, etc., l'allure et surtout l'ergonomie de vos sites. Mais vous allez aussi pouvoir commencer à proposer à vos clients d'installer des choses directement sur leur site internet qui vont permettre d'améliorer l'engagement utilisateur. L'application la plus simple qu'on visualise assez bien en ce moment, ça va être le chatbot. À la base, le chatbot, personne derrière qui faisait coucou, quelqu'un devait répondre. Ensuite, il y a eu la mise en place de réponses automatiques. Et là, de plus en plus, on va pouvoir, par exemple, entraîner un bot pour qu'il réponde de façon de plus en plus intelligente aux demandes qu'il peut y avoir sur le site. Et ça, demain, pour moi, c'est une prestation qui va pouvoir se vendre en tant que webmaster. Je te vends un site web. Aujourd'hui, il est optimisé, rapide, sécurisé. Et peut-être que demain, je te vendrai un site web optimisé, rapide, sécurisé et 100% dans l'engagement utilisateur parce que je t'ai mis en place un bot hyper intelligent. Je pense que ça va arriver et ça va être une vraie façon de se différencier. Donc, mon petit conseil, et ce sera le mot de la fin avant de laisser place aux différentes questions, ne craignez absolument pas l'IA, ne vous freinez pas dans votre projet de reconversion professionnelle à cause de ça, vraiment, vraiment pas. Par contre, intéressez-vous-y parce que ça va être super intéressant. Soit ça va vous faire gagner du temps, soit ça va vous faire gagner de l'argent, soit ça va vous différencier. Il n'y a aucun scénario où ça va pas vous faire gagner quelque chose. Donc vraiment, commencez à vous y intéresser doucement, en parallèle, fouillez, jouez un petit peu sur les différents outils. Et je suis convaincue que une fois que vous serez lancé, si vous vous lancez, vous allez vraiment y trouver une application qui vous permettra vraiment de gagner, comme dit, ou du temps ou de l'argent
ou de la différenciation. Et sur sur ces belles paroles très visionnaires, j'ai fini ma présentation. Il n'y a pas eu de questions. J'espère que je ne vous ai pas tué. Il n'y a J'espère pas que eu tout de le monde est questions, ouais. encore Je là. pense que ça a été, c'était un peu un coup de massue Je d'informations, suis désolée. mais, mais je pense que c'était très clair, parce que sinon il y aurait eu plus de questions que ça. Mais n'hésitez pas hein, à nous poser vos questions. On est tués. Je suis désolée. Je suis désolée. N'hésitez pas à poser vos petites questions. Là, on a encore 5 bonnes minutes devant nous pour y répondre en live. Et puis, effectivement, si elles vous viennent un peu plus tard, après une sieste, n'hésitez pas non plus à les poser à Léopoldine sur LinkedIn ou à prendre rendez-vous directement avec elle. Ouais, je vous ai mis mon petit flashcode. J'ai innové parce qu'après les gens venaient souvent me demander le calendrier sur LinkedIn. Donc je me suis dit, en bonne UX designer, que de friction. Donc je vous ai mis le QR code ici. N'hésitez pas. J'ai plus beaucoup de dispo cette semaine, mais j'en ai pas mal la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas si vous voulez prendre un petit rendez-vous avec moi. Voilà. Donc je reste 2-3 minutes pour prendre les questions s'il y en a. Alors. Alors, on a Marie-Laure qui me demande, je ne sais pas si c'est une question percutante, mais comment se passe le processus de vente, de création de site pour un client? Alors, elle est non seulement percutante, Marie-Laure, cette question, mais elle est même super intéressante. Et en fait, elle va reprendre un peu ce que je disais sur le... Donc, on parle en indépendant là. Hein. Ce que je disais sur le fait que, en fait, quand on est indépendant, on va mixer un peu on va mixer un peu les métiers parce que, enfin, à son choix. Hein. C'est-à-dire que le processus de vente d'un site web avec un client, vous, votre objectif, c'est de vous protéger au maximum sur la promesse. Qu'est-ce que je vais te livrer et pour combien? Pourquoi est-ce qu'on se protège au maximum? Parce qu'on veut pouvoir livrer le projet, qu'il ait une finalité et qu'on puisse être payé au final, que nous, on est livré et que le client soit content. Donc vraiment, le gros enjeu quand on va vendre un site web à un client, ça va être le cadrage projet. Et donc très souvent, par quoi passe un premier cadrage projet? Ça va être par les maquettes. Et là, vous me voyez venir, les maquettes, c'était l'émission de mon copain UX designer. Donc après, c'est à vous de travailler comme vous le souhaitez. Moi, le conseil que je peux donner, c'est normalement, on fait un premier appel découverte, vous appelez ça comme vous voulez, normalement au téléphone, honnêtement, pour éviter de perdre trop de temps quand on n'est pas sûr du budget et du projet derrière. On fait un premier appel, on essaye de comprendre le projet de la personne. On n'hésite absolument pas à lui poser 2 questions phares que les gens n'aiment pas poser, mais je vous conseille vraiment de les poser. 1, budget. 2, délai. C'est super important. Ne perdez pas de temps sur un projet où le budget est trop faible et ne vous bradez pas. Alors, on peut toujours baisser un petit peu son prix parce qu'on a envie de rentrer, on a envie de faire ce projet, etc. Mais voilà, commencez par là. Quel est le budget? Quel est le délai? Comme ça, vous savez si ça rentre à peu près dans vos tarifs et dans votre dispo aussi. Parce que le délai, si c'est dans 2 semaines et que vous êtes sur un autre projet, vous n'allez pas pouvoir y répondre. Ça, c'est la première chose. Et là, vous, votre objectif aussi, c'est comprendre les enjeux du projet, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc., etc. À partir de là, normalement, bon après ça dépend du budget, hein, mais si on est sur un budget un petit peu conséquent, éventuellement, ce qu'on va faire, c'est un deuxième rendez-vous, là, peut-être plutôt en visio, avec la personne pour bien recomprendre le besoin, peut-être bien comprendre l'entreprise, éventuellement griffonner 2-3 maquettes pour un petit peu voilà, lui proposer des choses et voir si ça matche bien. Et là, la troisième étape, c'est de faire le devis le plus complet du monde. Donc, le devis où tout est redétaillé. Toutes les prestations qui vont être dans votre mission doivent être détaillées. De la partie réflexion sur les maquettes jusqu'à intégration, optimisation, tout doit être bien détaillé pour 2 raisons super importantes. La première, c'est que ça montre au client, parce que le client qui s'y connaît pas trop en web va voir création de site web 2000 euros, lui, il sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc peut-être qu'il va se dire, ah, c'est super cher pour créer un site web. Donc vous, ça vous permet de justifier le travail qu'il y a derrière. La deuxième chose, c'est que si ça rentre pas dans le budget du client, au lieu de lui dire, bah écoute, je t'enlève 300 euros, ce qui est pas très bon en commercial, hein, parce que si vous pouvez enlever 300 euros comme ça, c'est que la valeur du truc, elle est quand même assez tangible. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est dire, d'accord, eh bien écoute, pour rentrer dans ton budget, je vais enlever la partie réflexion UX maquette, par exemple. Cette partie-là, moi, je la tarife à peu près à 300 euros, donc je te l'enlève et comme ça, toi, ça rentre dans ton budget. Et vous voyez, avec ça, vous arrivez à avoir une négociation commerciale qui est égale à égale, alors que si vous aviez juste mis création de site web, vous enlevez 300 euros dans le vent comme ça et vous ne pouvez pas le justifier.
Une fois que ça c'est fait, le devis est signé, on demande un acompte, on ne travaille pas sans un premier acompte, je maintiens. Après, il y a deux façons, les acomptes, hein, soit vous faites 50 au début, 50 à la livraison, soit vous faites 30% au début, 30% au milieu, 30% à la livraison, mais c'est vraiment important de demander ce premier acompte qui est vraiment un gage d'engagement et de qualité de votre client avant de commencer à travailler. Ensuite, on travaille, on fait des allers-retours, on essaye de livrer le truc le plus proprement possible. Et à la fin, on va faire ce qu'on appelle la livraison et éventuellement le recettage, où en fait, on va venir vérifier avec son client que tout fonctionne, qu'il est d'accord et que ce qu'on a livré là à tenter, qui a été vérifié ensemble, lui convient. Et c'est ce qui normalement déclenche le dernier paiement. J'ai répondu super longuement à cette question, je suis désolée. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Marie-Laure, chercher un hébergeur, un nom de domaine qui paye, combien d'allers-retours, par quel biais? Alors, hébergeur, nom de domaine qui paye, c'est une excellente question. Ça dépend de vous. Moi, j'ai tendance à dire de laisser le client le payer parce que comme ça lui appartient. Si jamais c'est vous qui l'achetez et qui le payez, c'est sous condition d'un contrat de maintenance. C'est pas à vous de gérer, vous n'êtes pas standardiste, c'est pas à vous de gérer l'hébergeur, le nom de domaine, même si vous payez et qu'il vous rembourse pile ce que vous payez tous les mois, ça reste du boulot de gestion. Donc si c'est vous qui gérez hébergement de nom de domaine, c'est sous condition d'un petit contrat de maintenance mensuel avec engagement au moins un an, quoi. Et l'autre Ouais. question. Moi, mon conseil hein, pour les gens qui se lancent, en tout cas, qui ont peu d'expérience encore en tant que prestataire web indépendant, c'est de déléguer cette partie hébergement nom de domaine directement à son client. Les gros problèmes qu'on a pu en avoir en agence avec les Leopoldine, c'est des gens pour qui on hébergeait le site internet. C'est toujours une plaie. Donc, franchement, épargnez-vous ce problème-là. L'hébergement, le nom de domaine, c'est au nom du client. C'est lui qui gère. Après, vous pouvez y avoir un accès. Ça, c'est encore autre chose. Mais ne vous lancez pas dans la gestion d'hébergement. C'est très complexe. Ça demande aussi des assurances de votre côté. Parce que si vous prenez en charge cette partie-là, dès qu'il y a un problème sur l'hébergement ou sur le serveur, c'est pour vous. Donc voilà, ça c'est le petit conseil si je peux vous le donner, c'est épargnez-vous ce problème d'hébergement, concentrez-vous sur édition, mise à jour, création du site. C'est déjà amplement suffisant sur une prestation. Tout à fait. Et alors, dans la même vibe, on a Jean-Marc qui nous demande Elementor et Divi, c'est aussi au nom du client. Alors, ça, c'est une excellente question. Et là, c'est plutôt non. Pourquoi? C'est un peu comme si un graphiste faisait payer sa suite Adobe à son client directement sur son devis. En fait, vous allez plutôt amortir les frais de votre suite Adobe, les frais d'Elementor ou Divi à chaque client. Il faut vraiment voir. Alors, c'est pour ça que Divi, c'est plus intéressant parce que vous l'achetez une fois, 200 $. Il va être en Black Friday bientôt là à 120. Vous l'achetez une fois et après, vous pouvez l'installer sur un nombre illimité de sites. Donc pour le coup, c'est rentabilisé très très vite. Elementor, c'est un peu différent, c'est 200 par an pour faire, je crois que c'est 30 sites, un truc comme ça. Bon, en vrai, c'est rentabilisé aussi hein, très très vite, mais la tarification est pas la même. L'avantage d'Elementor et Divi quand on est Presta, c'est que par contre, contrairement à un autre thème avec le client qui choisit son thème, là, vous n'avez pas à lui faire acheter son thème au client. Vous lui imposez, c'est votre outil, vous savez comment travailler dessus, et lui, il n'a pas à sortir la carte bleue pour acheter un thème à 100, 150 euros, ce qui peut vraiment vous permettre de closer le client plus facilement. On a participant anonyme 3 qui nous demande est-ce possible de suivre la formation web designer et webmaster simultanément? Alors ça dépend chez qui. Nous chez WebMyDay, alors nous on a la webmaster et graphisme qui est un peu plus large que web designer. On recommande pas de les suivre en même temps. C'est beaucoup de boulot. La WordPress, on est sur un parcours pédago de minimum 80 heures. La graphisme, minimum 60 heures avec un rendez-vous semaine avec un formateur. Donc si vous avez les deux en même temps, ça vous fait 2 rendez-vous semaine avec formateur avec une intensité hebdomadaire. Chaque formation, c'est genre 7 heures par semaine minimum. Donc ça fait 14 heures semaine plus 2 rendez-vous. C'est un peu costaud. Franchement, c'est un peu costaud. Après, c'est jouable et si vous avez envie d'aller vite et que vous êtes focus que là-dessus, c'est jouable. Mais c'est costaud. Marie-Laure, comment on fait quand un client veut prendre la main sur son site WordPress sans qu'il casse tout? Alors, on fait pas. Alors, il y a plusieurs choses. Dans la mesure du possible, enfin, si vous n'avez pas de contrat de maintenance, vous avez livré le site, vous avez recetté, il a tout validé, c'est pas votre problème, hein, dans un sens ou dans un autre. Par contre, si vous êtes encore en collaboration, notamment dans un contrat de maintenance ou pendant la création du site internet, c'est vraiment super important que votre client n'aille pas mettre les mains
dans le site. C'est vraiment important. Évidemment, il va tout casser. Alors, c'est pas évident, hein, mais même s'il me fait une modif et que vous l'avez pas vu passer, vous vous retrouvez, vous n'êtes pas en collaboration avec votre client. Votre client, c'est pas vous n'êtes pas chef de projet et lui, il bosse derrière. Voyez-vous, c'est vous le webmaster. Donc, normalement, il doit pas mettre les mains dedans. Si jamais il doit aller mettre les mains dedans pour rajouter un petit texte, un lien, je ne sais quoi, la meilleure option, ça va être de lui donner des droits, mais pas des droits admin. Je sais plus comment ça s'appelle, Vic, c'est les droits éditeurs, un truc comme ça, où il a Ouais, c'est vraiment ça. éditeur, ouais, où il peut que venir modifier du texte, par exemple. Il peut pas modifier la structure, il peut pas vous supprimer un bloc de texte, il peut juste modifier le texte à l'intérieur. Donc ça peut être une solution pour éviter de casser tout son boulot, mais quand même, si possible, dans la mesure du possible, ne pas donner l'accès, en tout cas pendant la création à son client, pas l'accès à la modification. Hop. Oui, effectivement, les formations nous sont à distance avec une partie en e-learning, donc accessible même après la formation. On demande à nos apprenants de travailler sur un, voire deux sites tout au long de la formation pour vraiment pouvoir vous entraîner. Donc vous avez la partie e-learning et la partie en visioconférence avec un formateur en individuel. Donc tout ça, tout est en ligne. Youp. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les clients chiants? Alors, oui, nous, les cours sont en ligne. Vous avez donc, comme dit, la partie en e-learning, en autonomie, on avance tranquillement. La partie en ce qu'on appelle distanciel synchrone. Donc là, vous êtes en visioconférence avec votre formateur. C'est à vous de positionner les rendez-vous. Et vous avez la partie cours collectif. Donc un petit peu sur ce modèle-là. Mais par contre, c'est que pour les apprenants de WebMyDay. Donc c'est sur des sujets un peu plus techniques. Et la partie assistance pédagogique et communauté. Et donc, si vous voulez nous contacter, bah, soit vous prenez un petit rendez-vous avec moi, ou éventuellement, vous pouvez télécharger directement le programme sur le site. Je vais vous le mettre pour déjà prendre connaissance du programme, voir s'il vous convient. Et puis après, vous pourrez aussi reprendre un rendez-vous avec moi. Mon agenda est à peu près toujours ouvert quand il y a de la dispo. Merci Vic, t'as été plus vite que moi. Super. Eh bien, est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on se quitte tous? On est bon? En tout cas, merci à tous. J'espère que ça vous a été utile. Je suis désolée si vous avez trouvé ça trop d'infos. J'ai tendance, voilà, à faire des choses un peu à fond. Donc, n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi si vous avez encore des doutes ou si vous avez envie d'échanger de nouveau sur le métier. Je suis dispo. Vous avez mon agenda. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. J'ai pas mis mon prénom. C'est Léopoldine Keklin, K-O-E-C-H-L-I-N. Vous pouvez me trouver. Le replay. Oui, alors le replay, à la seconde où je vais finir ça, ça va revenir en boucle, en replay. Donc vous pourrez rester là et reprendre le début. Et également, on va le poster cet après-midi sur YouTube. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. à tous. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.